Allô, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « La modernisation du Québec et la Révolution tranquille ». Cette vidéo, c'est la deuxième qui couvre les années 1970 et c'est la dernière de cette série de vidéos sur l'ensemble du chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci? On va parler de syndicalisme, de féminisme et aussi on va parler de l'affirmation des peuples autochtones. Petit rappel, cette période, 1970 à 1980, a été marquée par deux partis politiques, le Parti libéral et par la suite le Parti québécois. Maintenant, on se lance dans le syndicalisme. On va se rappeler avant, c'est quoi un syndicat? Brièvement, un syndicat, c'est un groupe qui est là pour protéger les droits des travailleurs. Et là, dans les années 70, le gouvernement est en négociation avec les employés de l'État. Les employés de l'État, c'est qui? C'est par exemple les employés du secteur de la santé. Et là, pendant l'année 72, il va y avoir les négociations. Et là, les employés de l'État et l'État, ils s'entendent pas. Donc, les employés et l'État, ils réussissent pas à s'entendre sur des conditions de travail. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les trois grandes centrales syndicales du Québec vont s'associer pour essayer que les négociations aboutissent. Et ces centrales-là vont déclarer, le 11 avril 1972, une grève générale illimitée des employés de l'État. Et là, pendant cette grève générale-là, eh bien, pratiquement tous les employés, n'ont pas travaillé. Des employés que maintenant, on appelle parfois des travailleurs essentiels, les travailleurs de la santé. Aujourd'hui, on les appelle travailleurs essentiels. Mais là, ils vont pas nécessairement travailler. Donc là, le gouvernement, il fait comme, on est un peu mal pris. Faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, le 20 avril, ils vont adopter une loi spéciale qui va obliger les grévistes, donc les personnes qui font la grève, les employés, à retourner travailler. Donc, ça va suspendre leur droit de grève. Ça fera pas le bonheur, évidemment, des grévistes, des syndicats. Donc, il va y avoir là certaines tensions. Et à la fin mai, c'est à la fin mai de l'année 1972 que les négociations vont reprendre et vont finalement aboutir. Par exemple, il y avait plusieurs demandes qui étaient faites par les employés, par les syndicats à l'État. Juste pour un exemple, l'une de ces éléments qui va être mis en place, c'est un salaire minimum par semaine. Donc, on va s'entendre que les employés doivent recevoir un certain montant minimum par semaine. C'est un exemple de choses qui a été mis en place. Donc, ça a été quand même un mouvement important là, pendant les années 70 du côté du syndicalisme. Il y a d'autres groupes importants dans la société qui ont dû se battre pour leurs droits, pour prendre leur place. C'est le cas des femmes. On a parlé dans la dernière vidéo de la commission Byrd, donc qui se penchait sur le statut, sur la place des femmes au Canada, plus particulièrement la place des femmes sur le marché du travail. Cette commission-là était présidée par Florence Byrd, c'est pour ça que la commission s'appelle la commission Byrd. Et cette commission a déposé son rapport en 1970. Donc, au début de la décennie, le rapport a été déposé et il émet 167 recommandations. Donc, différentes recommandations sur la place des femmes, les droits des femmes et beaucoup, comme je le disais, sur le marché du travail. Il y a différentes choses qui vont découler de ce rapport-là. Par exemple, la mise en place d'un congé de maternité pour les femmes, parce que avant ça, c'était pas le cas. Les femmes ne recevaient pas de compensation financière. Donc, c'est pas quelque chose d'obligatoire pour l'employeur de donner une compensation pour les femmes en maternité. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles que les femmes vont avoir obtenu pendant la décennie 70.
Mais ça, c'est juste un exemple là, qui a été mis en place parmi toutes les recommandations. Il y en a d'autres qui ont eu lieu également. En plus de ça, plusieurs femmes vont continuer à revendiquer différentes choses. Par exemple, les droits reproductifs. Donc, on va parler de l'accès aux moyens de contraception pour que les femmes aient le pouvoir de décider si elles veulent prendre des moyens de contraception ou pas, pour avoir des enfants ou pas, donc que ça soit leur choix. Plusieurs revendiquent encore le droit à l'avortement. On se souvient que l'avortement thérapeutique avait été décriminalisé plutôt en 1969, mais l'avortement de manière plus générale, dans toutes circonstances, n'est pas encore décriminalisé. Donc, plusieurs femmes vont encore se battre pour ça. Plusieurs vont lutter également contre le harcèlement sexuel qu'elles vivent, le viol, la violence conjugale à travers la province du Québec et à travers le pays également. Elles se battent pour différentes choses et on a parlé précédemment, il y a quelques instants, du marché du travail. Les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Toutefois, elles vont souvent occuper des métiers qu'on va dire un peu plus traditionnels. Donc, des métiers traditionnellement féminins. Par exemple, infirmière. Donc, ce sont des métiers où les femmes sont en majorité, enseignantes, secrétaires. Donc, ce sont des exemples de ces métiers-là. Alors oui, elles sont de plus en plus présentes, mais dans des métiers traditionnellement féminins. Et souvent, le salaire de ces métiers-là va être plus bas que les métiers occupés majoritairement par des hommes. Les femmes vont donc plusieurs femmes vont donc se battre pour l'équité salariale. Donc, à travail égal, salaire égal. Une autre lutte que des femmes vont mener dans les années 70, eh bien, c'est la discrimination que certaines femmes vivent lorsqu'elles exercent des métiers qui sont traditionnellement masculins. Donc, on a parlé de métiers traditionnellement féminins, infirmière, enseignante, mais c'est le même principe. Il y a des métiers qui sont majoritairement occupés par des hommes, par exemple mécaniciens. Donc, dans ces métiers, les métiers qui sont à majorité masculine, eh bien, il y a plusieurs femmes qui vivent de la discrimination. Donc, elles vont lutter contre ça pour avoir leur place dans ce genre de métier. Par la suite, dans les années 70, les femmes vont être de plus en plus présentes dans les syndicats. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, ça va aider les femmes à faire reconnaître et à défendre leurs droits dans les milieux de travail. Donc, tout ça, ce sont différentes luttes que plusieurs femmes ont menées pendant la décennie 70. Avant de continuer, voici un petit vrai ou faux pour toi. Entre 1960 et 1980, la population autochtone au Québec est en croissance. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Donc, entre 1960, donc un peu avant la période dont on parle, et 1980, la population autochtone au Québec est en croissance. Elle va passer d'environ 21 000 dans les années 60 à environ 50 000 dans les environs du début des années 80. Qu'est-ce qui va contribuer chez les populations autochtones à cette croissance de population? Mais il y a différents éléments. D'abord, il y a le taux de natalité qui va être en hausse. Donc, la hausse du taux de natalité. Par la suite, il va y avoir une diminution de la mortalité infantile, donc la mortalité chez les enfants. Un autre élément, ça va être l'amélioration des soins de santé. Donc, les soins de santé vont être
mieux qu'ils étaient auparavant. Un autre élément aussi, entre les années 60 et 80, eh bien, les derniers groupes nomades autochtones vont se sédentariser. Donc, ça va aider aussi les populations à augmenter. Donc, les groupes vont se sédentariser. Donc, ici, tu sais, ça va être la petite maison. Donc, ce sont différents éléments qui vont avoir un impact sur la croissance de la population autochtone. Au début de la vidéo, je t'ai dit qu'on allait parler de l'affirmation des peuples autochtones. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que les peuples autochtones, pendant la décennie 70, ça va continuer après, vont affirmer, vont mettre de l'avant leurs droits, donc vont revendiquer ce qu'ils considèrent comme étant leurs droits. Donc, on va parler de différents éléments. On va commencer avec les pensionnats autochtones. Et là, on va reculer un peu de la décennie 70 parce que ça a couvert là, plusieurs années, les pensionnats autochtones. On va retourner en 1844. À ce moment-là, il y a le rapport sur les affaires indiennes qui a été déposé et dans lequel on mentionnait qu'il fallait, que le gouvernement du Canada voulait établir des pensionnats. Et le but de ces pensionnats-là était d'assimiler les jeunes autochtones, donc les enfants autochtones, à la société non autochtone. À la suite du dépôt de ce rapport-là, eh bien, tranquillement, il y a différents pensionnats qui vont ouvrir partout au pays. Le premier pensionnat à ouvrir ses portes au Québec va être à la baie James. Donc, je t'ai encadré à peu près la baie James. Et le premier à ouvrir ses portes, eh bien, ça va être en 1934. Par la suite, au Québec, il y en a plusieurs qui vont ouvrir leurs portes là, à la suite de cette date-là. Les pensionnats, ce sont des lieux, des écoles, on peut dire en quelque sorte, où les enfants vont habiter toute l'année scolaire. Et ces pensionnats-là, ils sont dirigés par des communautés religieuses. Les enfants qui vont être dans les pensionnats vont y aller souvent, vont souvent être obligés, en fait, d'être envoyés dans les pensionnats autochtones. Comment ça se passe dans les pensionnats? Eh bien, ils reçoivent l'éducation que la majorité des gens, des jeunes au Québec vont recevoir. Ce qui est particulier avec les pensionnats autochtones, eh bien, c'est qu'ils ont ils ont une culture autochtone, donc différentes cultures en fait selon les nations. Et on va leur apprendre toutes les valeurs et les manières de faire de la société non autochtone dans les pensionnats afin qu'ils adoptent les valeurs et manières de faire des populations qui sont non autochtones. Par exemple, certains pensionnats vont obliger qu'ils parlent soit le français, soit l'anglais et la plupart des pensionnats n'accepteront pas que les enfants se parlent entre eux dans leur langue maternelle dans le but d'éliminer cette langue-là pour que les enfants, en fait, ne la parlent plus, entre autres. Les conditions de vie dans les pensionnats sont généralement difficiles. Plusieurs enfants vont être abusés physiquement, abusés sexuellement. Plusieurs maladies aussi vont se transmettre, donc des épidémies qui vont se transmettre là à l'intérieur des pensionnats. Plusieurs jeunes vont décéder dans ces endroits. Donc, c'est pas des beaux souvenirs pour la majorité des Autochtones qui ont fréquenté les pensionnats. Et donc, on disait ça a commencé en 1934, donc avant là, 1970. Et pourquoi on en parle? Pourquoi je t'en parle là en ce moment? Eh bien, c'est parce que ça a eu des impacts sur les Autochtones. Lorsqu'ils revenaient dans leur communauté, eh bien, ils étaient comme entre la société, entre leur communauté autochtone dans laquelle ils ont vécu, et la société non autochtone qui se sont comme vues imposer dans les pensionnats. Donc, ça a laissé beaucoup de marques chez ces personnes-là, et ça peut être encore ressenti aujourd'hui chez les gens qui les ont fréquentés. Et ce qui est important dans l'année 70, donc ce qui est marquant par rapport à ça,
c'est qu'en 1972, il y a la Fraternité des Indiens du Canada qui ont publié la maîtrise indienne de l'éducation indienne en 1972, dans laquelle ils réclament le droit et le désir d'éduquer leurs enfants. Donc, c'est à ce moment-là, tantôt on parlait d'affirmation des peuples autochtones, et bien c'est un peu ça, là. Ils affirment qu'ils ont le désir et qu'ils ont le droit d'éduquer leurs enfants. À quoi ça va mener, ça? Pardon. C'est qu'en 1973, eh bien, le gouvernement du Canada va donner le droit aux communautés autochtones, eh bien, d'éduquer leurs enfants. Donc, à partir de ce moment-là, tranquillement, les pensionnats autochtones vont soit fermer leurs portes, soit que la direction du pensionnat va être transmise à des communautés autochtones. Donc là, ça va se faire tranquillement à partir là, de 1973. Donc, on vient juste de voir que les populations autochtones ont le désir d'éduquer leurs enfants, qu'elles revendiquent ce droit. Donc, l'affirmation des populations autochtones se voit dans l'éducation, mais elle va se voir aussi ailleurs. Tu te souviens probablement, sinon je te le rappelle, que en 1876, il y a la loi sur les Indiens qui a été adoptée. Et elle est encore en vigueur dans les années 70. Toutefois, au fil des années, elle va connaître des changements. Au tournant des années 1950, donc un peu avant la période dont on parle, la loi va commencer à s'assouplir un peu. Je te donne un exemple. Avant 1950, les Autochtones n'ont pas le droit de recourir à l'aide d'un avocat en ce qui concerne les droits d'utilisation des ressources naturelles de leur territoire. Par exemple, pour les droits de chasse. C'est à partir de 1950 que les Autochtones vont pouvoir avoir recours à un avocat pour l'utilisation là, des ressources naturelles. Ça vous montre un peu comment les Autochtones étaient perçus par le gouvernement fédéral. Donc, tranquillement, cette loi-là va s'assouplir. Un autre élément important pour les populations autochtones, c'est l'obtention du droit de vote. Donc, graduellement, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les différentes provinces vont accorder le droit de vote aux nations autochtones. Au Québec, donc ça va être un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1969 qu'ils vont obtenir le droit de vote dans la province de Québec. Un autre élément important de la décennie 70 par rapport aux droits autochtones, c'est, en fait, ça a été un peu avant la décennie 70, donc en 1969, que le gouvernement du Canada a présenté le Livre blanc. Petite parenthèse, c'est quoi un livre blanc? Un livre blanc, ça va être un document dans lequel un gouvernement va présenter les grandes lignes d'une politique. Dans ce cas-ci, le livre blanc de 1969, mais ça va être par rapport à la politique indienne. Ça va être les grandes lignes par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place par rapport à ça. En gros, ce qui est important que tu saches, c'est que à ce moment-là, le gouvernement fédéral désire abolir la loi sur les Indiens de 1876 afin que les Autochtones soient au même titre que tous les autres citoyens canadiens. Ça sera toutefois pas bien reçu auprès des populations autochtones parce que ces populations-là voient cette politique-là comme un désir de les assimiler en ne reconnaissant pas leur caractère distinct, donc comme étant une population différente du reste là, de la société non autochtone. Donc, il y a plusieurs groupes autochtones qui vont s'opposer à cette politique-là. Le gouvernement fédéral va donc décider en 1971 de ne pas appliquer ce qui était mis de l'avant dans ce livre blanc. Ben, il va décider de ne pas appliquer ça, mais il n'y a rien d'autre qui va être mis de l'avant pour protéger les droits ancestraux que les populations autochtones revendiquent. Par rapport à ça, donc par rapport aux droits ancestraux et à la reconnaissance
comme étant une population différente du reste de la société non autochtone, eh bien, la Cour suprême du Canada, en 1973, va affirmer que le gouvernement doit respecter les droits ancestraux et les droits issus des traités. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Droits issus des traités, donc c'est les droits qui sont garantis par les traités qui ont été signés dans les années 1700 et 1800. Donc, le gouvernement doit respecter ces traités. Par rapport aux droits ancestraux, donc, c'est de reconnaître les droits que les populations autochtones détiennent puisqu'ils habitent le territoire de leurs ancêtres, donc des droits ancestraux, le territoire de leurs ancêtres, qui ont été les premiers à vivre sur ce territoire. Toutefois, même si la Cour suprême affirme que le gouvernement doit respecter ses droits, les populations autochtones, au fil des années, doivent quand même se battre pour être sûr que ça soit appliqué. Donc, ça va arriver souvent qu'ils vont devoir se battre parce que ça sera pas nécessairement tout le temps mis de l'avant. L'un des exemples, on en a parlé dans une vidéo précédente, c'est lors de la construction des barrages sur la Grande Rivière. Les Autochtones avaient revendiqué leurs droits sur le territoire sur lequel étaient construits les barrages et le gouvernement ainsi que certaines nations autochtones avaient conclu une entente qui se nomme la Convention de la baie James et du Nord québécois. Donc ça, c'est un exemple là, où certaines populations autochtones ont dû se battre pour que leurs droits soient respectés. Par la suite, toujours dans le désir de s'affirmer, de faire reconnaître leurs droits, plusieurs populations autochtones ont le désir d'avoir plus d'autonomie sur leur territoire. Donc, on a vu plus d'autonomie tout à l'heure par rapport à l'éducation, mais aussi plus d'autonomie en lien avec les lois, avec la gestion des ressources naturelles sur leur territoire, par exemple. Donc ça va se voir aussi. On a parlé également tout à l'heure des femmes, donc qui revendiquent certains droits, qui luttent pour leurs droits. Eh bien, du côté des communautés autochtones, les femmes autochtones ont également leur propre lutte à mener. L'un des exemples, c'est que dans la loi sur les Indiens de 1876, il est stipulé qu'une femme autochtone qui se marie avec un homme non autochtone perd son statut d'Indien. À l'inverse, un homme autochtone qui se marie avec une femme non autochtone ne perd pas son statut d'Indien et sa femme peut même acquérir ce statut-là. Donc, les femmes vont lutter pour que leurs droits, même si elles se marient avec un non autochtone, que leur statut d'Indien soit conservé. Donc, ce sont différentes luttes qui vont être menées par toutes les populations autochtones au cours des années 70. Puis on l'a vu là, que ça datait d'avant ça et ça se continue dans les décennies suivantes également jusqu'à aujourd'hui. C'est la fin de cette dernière vidéo sur le chapitre de la modernisation du Québec et la Révolution tranquille. Dans cette vidéo, on s'est concentré sur 3 grands groupes. D'abord, sur les syndicats. On a vu qu'en 1972, ils ont protégé les droits des travailleurs de l'État. Par la suite, on a parlé des femmes, donc du féminisme. Les femmes qui sont de plus en plus présentes sur le marché du travail dans les années 70 et qui veulent faire valoir leurs droits pour être au même niveau que les hommes. Elles mettent aussi encore de l'avant leurs droits sexuels, leurs droits reproductifs. On a parlé par la suite des populations autochtones qui s'affirment dans les années 70, entre autres. Par exemple, qui mettent de l'avant le fait qu'ils veulent éduquer eux-mêmes leurs enfants. Donc, on se souvient de la maîtrise indienne de l'éducation indienne. Par la suite, qui revendiquent
le pouvoir de gérer leur territoire. On a parlé des droits ancestraux, entre autres Convention de la baie James et du Nord québécois. Par la suite aussi, ils revendiquent encore de pouvoir protéger leur culture, ce qui fait un lien là avec l'éducation aussi de leurs enfants. Et ces groupes-là, eh bien, ils mettent de l'avant des revendications dans les années 70, mais ça va continuer dans les décennies suivantes jusqu'à aujourd'hui.